Chers bien-aimés, je vous remercie une fois de plus de l'opportunité que vous m'accordez pour pouvoir m'exprimer devant vous sur un sujet capital, sur un sujet qui est devenu sensible, dont nos États, les pouvoirs publics en général, se sont appropriés. Parce que lorsqu'on fait une simple analyse, nous sommes passés de l'époque des années 60, ère dans laquelle nous sommes entrés de plein pied dans la pseudo-indépendance. Et aujourd'hui, 50, 60 ans après, nous nous rendons compte que certes, nous avons eu l'opportunité d'être un peu illuminés. Nous avons eu l'opportunité d'être éduqués par rapport à nos ancêtres, par rapport à nos grands-parents. Nous sommes une génération dont l'éducation, le fait d'avoir appris la langue du colon, nous a permis de nous approcher les uns des autres. Si à l'époque de nos grands-parents, les communautés vivaient concentrées sur elles-mêmes et que les moyens de communication étaient limités, et à l'époque, si quelqu'un ne pouvait pas quitter de Douala pour Yaoundé facilement, ou bien quelqu'un de la région du Nord ne pouvait pas traverser toute la forêt équatoriale et se retrouver dans une ville comme Yaoundé facilement, il a fallu quand même cette éducation-là qui a permis le changement de mentalité, qui a permis le changement de comportement, qui a permis le changement des habitudes même alimentaires pour nous permettre d'être aujourd'hui considérés à travers chaque nation comme un seul peuple, comme une seule communauté, une entité qui se revendique de son territoire. Mais alors, au fur et à mesure que nous avançons dans notre destin, au fur et à mesure que Dieu nous accorde le souffle de vie et que nous avons encore l'air à respirer dans nos narines, nous nous rendons compte que le chemin parcouru n'a pas été en vain. Mais l'autre chemin qui restait devant nous à gravir apparaît comme une pente raide dont il faut une certaine concentration d'énergie, il faut une certaine force, il faut une certaine capacité pour pouvoir atteindre le sommet de cette pente raide. Parce qu'au fur et à mesure que nous avançons, l'incertitude se présente à nous. La pauvreté s'impose. La misère s'annonce avec cruauté. Mais alors, si nos États, nos chefs, nos gouvernants ont pris conscience de la gravité de l'avenir incertain qui se présente à nous, nous sommes d'avis avec cette politique d'approche à laquelle les États ont focalisé leurs objectifs pour pouvoir éradiquer la pauvreté. Pour nous, en Afrique, l'émergence est une politique d'action
qui se traduit en fonction des différents pays, en fonction du mode opératoire de chaque pays, s'il faut le dire en un terme simple. Pour nous au Cameroun, par exemple, je crois que notre président, son Excellence Paul Biya, nous a conviés à l'émergence d'ici 2035. Cette émergence, à mon humble avis, selon ma façon de voir, n'est pas simplement une affaire des pouvoirs publics. Pour atteindre cette émergence d'ici 2035, cela suppose que nous, qui constituons la population du Cameroun, devrions mettre la main dans la pâte, comme on dit. Et pour mettre la main dans cette pâte, nous avons besoin d'une force majeure qui peut nous permettre, d'abord pas qui peut, qui doit nous permettre, puisque c'est un impératif qui est incontournable, pour nous accorder l'opportunité de s'affirmer et être aux côtés des pouvoirs publics. Parce que lorsqu'on parle de l'émergence, il faut faire asseoir la gouvernance, il faut faire asseoir la force de sécurité, il faut faire asseoir l'économie nationale, il faut faire asseoir tous les principes fédérateurs qui peuvent et qui doivent réguler le système institutionnel, afin que ce système, une fois régulé en bon et due forme, doit être utile pour l'épanouissement de la population. Et enfin, il faut une population ou bien un peuple qui a sa souveraineté monétaire pour pouvoir atteindre l'autosuffisance, pour pouvoir atteindre ne serait-ce que le minimum de l'abondance. Et qu'est-ce que j'appelle le minimum de l'abondance? C'est juste être à l'abri du besoin. C'est au travers de ce minimum d'abondance que nous allons réduire la fracture entre riches et pauvres, qui est déjà criarde. Donc il faut automatiquement penser et trouver une solution. Je ne suis pas en train d'amener une révolution contre les riches, non. Je suis en train d'apporter un palier, comme une sorte d'escalier sur lequel les pauvres pourront aussi gravir les marches afin de pouvoir atteindre ne serait-ce que les possibilités de pouvoir résoudre les problèmes personnels qui sont les besoins sociaux de base. S'il faut parler, nous avons besoin de nouvelles technologies, puisque à mesure que les technologies convergent, que la bande passante s'élargit, que ce qui n'était qu'un slogan devient en réalité, il est de plus en plus ardu pour que nos États puissent s'adapter avec agilité au nouveau mode d'activité, sans parler d'en être les pionniers. Aujourd'hui, les grands États du monde, les grandes nations industrialisées, sont en train de s'adapter à la monnaie électronique. Les grands États tels que les États-Unis, le Brésil, la France
le Japon, bref, tous ces grands États que nous, Africains, croyons qu'ils sont déjà arrivés au sommet du développement, sont en train de s'arrimer au rythme et au principe de l'économie numérique. Ils ont pris en bon lorsque le Bitcoin a été créé en 2008-2009. Et aujourd'hui, sur ces continents, ou bien dans ces pays, la monnaie électronique à travers le Bitcoin est devenue une pièce incontournable. Et c'est grâce à cette opportunité qu'ils sont en train de réaliser leurs rêves, que je qualifie souvent les rêves les plus fous. Alors, si nous, Africains, si nous, frères et sœurs, qui avions découvert l'opportunité d'une partie de cette monnaie numérique qu'on appelle le TBC, de Billion Coin, la pièce qui vaut des milliards, la pièce qui est équivalente, alors, si nous ne pouvons pas prendre conscience pour que cet or, pour que cette monnaie électronique soit une nécessité dans nos pays, je crois que nous aurons failli dans notre éducation. Nous aurons failli d'entrer de plein pied dans l'histoire. Nous aurons failli d'être des icônes pour impulser le développement dans nos États. C'est pourquoi je viens à toi, mon frère, pour te dire que l'Internet réduit le rôle des intermédiaires traditionnels dans les transactions marchandes et accroît le nombre de transactions directes entre particuliers, comme c'est le cas avec la transaction commerciale au sein de la communauté TBC. Je crois dans une précédente vidéo, j'ai expliqué que au niveau du Cameroun, précisément dans la ville de Douala et tout récemment à Yaoundé, la communauté TBC du Cameroun effectue déjà une transaction commerciale. Il y a des boutiques à Douala où une marchandise égale à 100 000 francs se paye désormais à 50% TBC, 50% francs CFA. Or, si tu fais partie de la communauté TBC, tu vas te rendre compte que la valeur qui équivaut à 50 000 francs CFA, lorsqu'on la convertit en TBC, elle ne pèse rien du tout dans ta porte-monnaie. Parce qu'une pièce de TBC à elle seule, s'il faut faire l'équation de la balance monétaire, elle est équivalente à 4 milliards de francs CFA. Ça, c'est seulement une seule pièce. Et il y en a beaucoup de Camerounais qui ont des dizaines, voire des centaines de pièces. Depuis qu'elle est apparue, ils ont saisi l'opportunité au bon. Et aujourd'hui, dans leur porte-monnaie, ils sont déjà psychologiquement ou bien virtuellement des multimilliardaires. C'est pour cela que je te convie, toi qui m'écoutes, toi qui crois que c'est une monnaie virtuelle. Non, elle est oui certes virtuelle, mais elle aura un impact positif dans le futur d'ici 2-3 ans. Puisque tout se joue sur Internet, tout se joue en ligne, tout tourne autour de l'ère numérique. Puisque l'Internet, en particulier, crée de nouvelles voies d'interaction qui offrent la perspective d'une participation en temps réel du citoyen au processus administratif et démocratique. Tu comprends donc que les monopoles traditionnels de l'administration sont remis en question par les mutations du monde, tant physique que virtuel. Notamment le pouvoir de lever l'impôt, le processus d'élaboration des politiques, l'accès au commerce électronique. Les consommateurs comme les citoyens, à
attendent que l'État s'engage dans cette voie. S'il ne le fait pas, il deviendra obsolète. Je dis et je répète que les grandes nations qu'on croyait assez industrialisées ont estimé qu'il leur manquait encore une chose: la monnaie virtuelle, l'économie numérique, qui réduit les écarts entre les peuples, qui rapproche les riches des pauvres, qui permet à l'État de s'affirmer pour impulser le développement. Alors, si mes chers frères africains, mes chers chefs qui sont au sommet de nos pays, qui sont à la tête de nos États, je vous en prie, permettez à l'économie numérique d'entrer dans le corps du tissu administratif pour booster la croissance de l'économie dans vos pays, dans nos pays et sur notre continent. Puisque l'ère numérique accélère les défis de la mondialisation, de la virtualisation et de façon inattendue de la revitalisation des collectivités locales. Les États vont devoir découvrir de nouveaux modes de fonctionnement, de communication avec même le public, d'organisation de leurs compétences et de nouvelles formes de valeurs qu'ils peuvent apporter au public. Un pouvoir public stipule que l'État est au service de la nation. Et lorsqu'on parle de nation, cela stipule que la population a son mot à dire. Et dans ce nouveau paradigme de l'économie numérique, l'État devient le complice de la population devient le complice de l'État, au point où, étant complice de l'État, elle aide l'État de pouvoir résoudre le besoin à la base. La base devient la force motrice des pouvoirs publics, et le pouvoir public, à travers son autonomie, sa force politique, sa souveraineté, peut maintenant, à travers les mécanismes diplomatiques, faire recours aux besoins étrangers pour venir complètement les insuffisances et les manquements dans la base que la population n'en dispose pas. Dans les années qui viennent, nous nous attendons à voir se généraliser l'adoption d'un modèle davantage centré sur la collectivité qui, bien adapté à la culture de l'État et de la société concernée, présentera certaines caractéristiques communes, à savoir les nouvelles technologies interconnectées élimineront les cloisons existantes entre les diverses branches de l'administration. La fourniture des services se redéployant autour des besoins des usagers que sont les citoyens. L'apparition de nouveaux réseaux entre à l'administration, la société civile et le marché va redéfinir la nature des services publics. La réforme des services sera suivie par des mutations plus profondes de l'État, voire même par des modifications constitutionnelles. Dans le domaine de l'élaboration des politiques et de la prestation de services, les citoyens vont participer directement et largement à la prise de décision et à la création de la valeur ajoutée qui, nécessairement,
va éliminer le processus hiérarchisé qui caractérise de trop des nombreux États. C'est pour cela que je parlais de maillage. C'est pour cela que j'ai parlé de panachage. Une population qui se reconnaît dans les prises de décision administratives de chaque nation et les pouvoirs publics qui reconnaissent la valeur ajoutée, la plus-value que la population lui apporte pour pouvoir résoudre le problème de la pauvreté dans chaque État, le problème de la pauvreté dans le secteur tertiaire. Et là, il faut des promesses que ne peut accorder à notre ère actuelle l'économie numérique. Puisque les motifs d'optimisme ne manquent pas, tandis que s'égrènent les derniers jours du millénaire, les nouvelles technologies et les changements donneront aux États du XXIe siècle la possibilité non seulement de faire mieux, mais aussi de réintégrer les citoyens dans l'important processus de la gouvernance. Je reviens encore. Le maillage entre population et pouvoir public va réintégrer les citoyens dans l'important processus de la gouvernance. À ce niveau-là, une nation pourra s'affirmer comme une nation forte. Un pays va pouvoir se torser la poitrine, se bomber le torse, comme on dit, comme une nation forte. Nous n'avons pas besoin d'une nation forte à cause ou bien par le truchement des armes, mais nous avons besoin des institutions fortes, d'une nation forte, lorsque celle-ci est en mesure de résoudre l'équation du besoin élémentaire de sa population. Et elle ne peut résoudre le problème du besoin élémentaire de la population que lorsque la population elle-même a aussi sa contribution, sa quote-part pour pouvoir permettre aux États de pouvoir s'affirmer. Même dans les pays où le degré de pénétration technologique est le plus élevé, l'écart inacceptable entre les nantis et les défavorisés de la société numérique s'accroît, mettant l'État au défi de trouver des solutions efficaces pour combler le fossé. Pour résoudre ces problèmes, il faut un instrument. Pour résoudre ce problème, il faut une politique d'action. Pour résoudre ce problème, il faut les moyens de bord. Et ces moyens de bord, c'est quoi? C'est une économie stable. C'est une croissance économique forte. Plus la démographie galope, il faut que les moyens des pouvoirs publics soient à la hauteur de cette démographie qui s'accroît d'année en année. Et si cette démographie qui galope, qui s'accroît au fil des ans, a déjà à sa disposition, à sa portée, un instrument complémentaire comme de billion coins, je crois que l'Afrique
ne sera plus le continent de la misère. L'Afrique ne sera plus le terrain de jeu de la pauvreté ambiante. Je crois que l'Afrique, du nord au sud, de l'est à l'ouest, passant par le centre, on ne parlera pas d'une femme qui meurt en couche faute de soins de santé primaires. On ne parlera pas des enfants de la rue faute de système d'encadrement institutionnel ou cadre d'encadrement familial. Si l'Afrique est assez prospère aujourd'hui, je crois que c'est à cause de sa population qui a déjà atteint plus d'1 milliard de membres. Si la population africaine a déjà atteint plus d'1 milliard et que pour que TBC soit opérationnel, pour pouvoir atteindre le but de ses objectifs essentiels afin de lutter contre la pauvreté, afin de réduire à sa simple expression la misère, je crois que l'Afrique est bien partie pour jouer le rôle de l'autonomie financière, pour jouer le rôle d'abondance monétaire et pouvoir être un continent qui peut acheter tout ce qu'il veut. Notre objectif n'est pas celui de vivre dans un continent endetté ou bien surendetté. Les ressources naturelles que nous avons, nous pouvons les vendre à qui on veut. Nous pouvons les exploiter localement pour pouvoir assouvir les besoins sociaux de base. Mais quelle Afrique voudrions-nous laisser à la génération future? Quelle Afrique voudrions-nous léguer à nos petits-fils ou bien fils? Quelle Afrique voudrions-nous laisser dans le concert des nations? Donc, avec l'avènement numérique par lequel TBC est gravé en lettres d'or, chers frères, chères sœurs, parvenons à redéfinir le rôle respectif de chacun pour le développement inclusif de nos pays afin de résulter à un meilleur État pour une meilleure gouvernance. Parce que si chacun apporte sa contribution, je crois que nous serons un continent convoité. Si autrefois notre continent était convoité pour ses ressources naturelles, soyons un peuple uni qui devons montrer à la face du monde que le continent africain a aussi besoin d'être convoité pour la qualité de ses fils et filles qui ont su utiliser TBC comme valeur ajoutée pour impulser le développement sur ce continent. Sur ce point, je m'arrête là. Je reviendrai à vous pour une autre prochaine occasion et on va essayer de pouvoir s'édifier, de s'exhorter, s'encourager sur un autre thème. Je vous remercie de votre compréhension.